Bonjour ou rebonjour à toutes et tous et bienvenue à cette rencontre qui a un titre qui va nous permettre d'aller fouiller l'histoire. Le titre de la rencontre c'est Destin oublié et non pas Forum BD comme c'est marqué derrière. Je crois qu'aucun de nous trois n'est très fort en dessin, sans vouloir minorer vos qualités et votre coup de crayon, puisque votre coup de crayon vous le manifestez dans vos disciplines d'histoire et de romancier. Messieurs, je vous présente sans plus tarder, à ma gauche, c'est assis Alain Amariglio. Alors, si j'en suis vos biographies officielles, il y a plusieurs époques à votre vie, puisqu'il y a une époque d'ingénieur, puis une époque d'entrepreneur, puis une époque d'instituteur, et c'est peut-être cette dernière qui vous tourne vers le goût pour la grande histoire et vers à un moment justement l'envie de la raconter aussi par un roman, puisque si je crois c'est bien votre premier roman publié, ce livre qui est... Alors je crois vraiment que vous êtes les premières et les premiers du monde à le voir en vrai, puisque moi-même pour préparer cette rencontre j'ai évidemment lu le livre, mais c'est pour vous dire, il y a encore quelques jours ça n'existait pas, puisque moi je l'ai eu par PDF et il est vraiment sorti pour vous. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment c'est pas tout le monde qui pourra dire ça, vous pourrez le dire. Vous avez vu Brune, fin d'un maréchal d'Empire, donc le premier roman d'Alain Amariglio, c'est bien sur le maréchal Brune, maréchal napoléonien, premier du nom de Napoléon, dont il s'agit. On verra comment dans très très vite, mais non sans avoir présenté votre voisin de gauche, Georges A. Bertrand. Vous êtes, pareil, je m'en fie à vos biographies officielles, à ce que vous avez bien voulu laisser paraître sur vous, historien d'art et photographe. Et vous avez également fait paraître en ce début d'année, là pour le coup c'était au mois de février je crois qu'est paru ce livre, et c'est votre deuxième roman si j'ai bien suivi l'affaire, et qui est à travers une histoire d'amitié entre deux personnages, et bien une reconvocation de l'histoire des tirailleurs malgaches, parce que de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, puisque c'est vrai qu'on parle souvent des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs marocains, voire, ça c'est venu un peu plus tard, une fois que la France a réussi à avancer dans le récit de sa propre histoire, les tirailleurs algériens, mais les tirailleurs malgaches, il en a assez nettement moins été question. Alors, je vais commencer par une question qui s'adresse à vous deux, puisque premier roman, deuxième roman, c'est-à-dire que vous avez commencé assez récemment à dire « Il était une fois Brune, les tireurs malgaches, la grande histoire, vue de 2019 ». Qu'est-ce qui fait que justement, quel a été le déclic ou l'événement ou le défi ou le pari, je ne sais pas, qui a fait qu'un jour, l'un comme l'autre, vous avez eu envie d'en passer par la chair romanesque pour raconter ces grandes histoires? Qui veut? Alors, pour répondre à votre question, je précise que c'est mon premier roman, ce n'est pas mon premier livre. Donc, auparavant, j'avais écrit des livres qui portaient sur des moments de ma vie, des moments de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le monde des startups, l'éducation et notamment l'éducation primaire. Et j'avais envie d'aller vers la fiction depuis longtemps. Et l'histoire m'offrait une certaine facilité, le mot est peut-être excessif, mais en tout cas le confort de quelque chose qui existait déjà et qu'il s'agissait finalement de rendre de manière vivante et avec une médiation, un narrateur qui est imaginaire, mais des faits historiques qui sont bien réels. Donc on est un petit peu dans une position intermédiaire entre l'histoire, la grande histoire avec un H, et cette histoire que je raconte ici, celle du maréchal Brune. Bien, un petit peu comme mon voisin, collègue, et à ma droite, donc ici, c'est en effet mon deuxième roman, mais j'ai écrit plusieurs livres avant et après même, et c'est parti en fait d'une commande pour le premier roman. On m'avait commandé un ouvrage sur les croisades parce que j'avais fait
des recherches en tant qu'historien d'art sur les rapports entre l'art musulman et l'art chrétien au Moyen-Âge, donc avec les liens avec la Terre Sainte. Et on m'avait dit, tenez, tiens, pourquoi pas, vous pourriez faire. Et donc je me suis dit, pourquoi, je vais essayer. Je n'avais jamais. Et puis finalement, j'y ai pris goût. Et donc ce deuxième roman est sur les tirailleurs malgaches, mais je veux toujours qu'il y ait dans mes romans des relations entre la France et son histoire à l'extérieur de la France. Pour ça, la première croisade avec les États latins et celui-ci avec la grande île de Madagascar. C'est qui le on m'avait fait une commande? C'est un éditeur? C'est un agent? Vous m'avez dit, le premier on m'avait fait une commande, c'est qui on? Pour celui qui... mais en fait, c'était comment on appelle ça? Un directeur littéraire, un directeur de collection. Un directeur de collection qui donc connaissait mon travail et qui m'avait demandé. Et malheureusement, la collection et l'éditeur ont disparu entre-temps. Donc j'ai eu un nouvel éditeur pour celui-ci. Sinon, ça aurait pu continuer chez le même. Voilà. Le lys bleu. Alors c'est marrant parce que ce lys bleu me permet ironiquement de faire la transition avec, parce que qui dit lys il peut dire fleur de lys, donc symbole des rois de France. Là pour le coup on a une période, on va en venir à la période la plus reculée de l'histoire pour ensuite avancer dans le XXe siècle. Mais si on s'en retourne au début du XIXe, ce qui est le cas de votre roman, c'est à ce stade de notre histoire que vous regardez dans le rétroviseur. Il s'agit, comme vous l'avez dit, du maréchal d'Empire, Guillaume Brune, qui a eu, comme plusieurs maréchaux d'Empire, un destin un peu singulier, en gros, entre la disgrâce, la récompense, on le cache un peu, après, en fait, ça devient une figure héroïque, etc., au fur et à mesure des victoires ou défaites napoléoniennes et de ce qu'il en est advenu du Premier Empire. Il se trouve qu'il a été brutalement disgracié et tué en 1815. Donc, votre personnage par lequel vous arrivez dans cette histoire, votre personnage fictif, c'est un agent des services secrets impériaux que vous faites accompagnateur de quelques missions du maréchal Brune. Et puis il se trouve qu'à un moment, cet accompagnateur, qui s'en est retiré en Corse, si je me rappelle bien, chez Napoléon, reçoit un mystérieux courrier qui le conduit à réenquêter sur la mort, l'assassinat du maréchal Brune. Dans les maréchaux d'Empire, certains préfèrent Ney, d'autres Brune, d'autres encore. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-ci qui vous a intéressé, voire fasciné? Alors, tous les maréchaux, comme vous l'avez dit, ont une histoire souvent passionnante. Tous les destins issus de la Révolution, ceux qu'on a appelés les soldats de l'an 2, les généraux de l'an 2, Brune était presque dans cette génération-là, ont des destins passionnants. Moi, mon point de départ, il est presque contemporain parce que je pars, en ce qui concerne le narrateur, d'une forme de désillusion politique contemporaine. Aujourd'hui, on a une époque où, finalement, un des sentiments qui domine dans l'arène politique, c'est une forme de regret, de déception. Et je me suis demandé quel pouvait être le sentiment de quelqu'un qui aurait vécu la Révolution et l'Empire, qui se serait donc engagé pour des idéaux très élevés, qui aurait risqué sa vie et qui, finalement, aurait vu se succéder d'abord quelque chose qu'il ne comprenait pas bien, qui nous échappe encore, la révolution très complexe, une sorte de tourbillon, puis le retour d'un régime corrompu, une dictature militaire, l'empire et finalement la royauté, puis le retour d'empire. Et ça, c'est ce qui me conduit à mon narrateur, c'est lui qui a vécu tout ça, c'est Spada. Et pour revenir à votre question sur le choix du maréchal, moi je voulais un maréchal, enfin un personnage de la Révolution et de l'Empire qui fut connu mais pas trop. Donc il soit tombé dans un relatif oubli. Et c'est vrai que si on parle aujourd'hui de Brune, bon, on connaît son nom, il a une forte notoriété, mais on ne sait pas bien quel fut son destin. Or, il est totalement hors norme. Et si tout le monde se souvient de la fin du maréchal Ney,
La fin de Brune, les gens sont souvent surpris quand je leur en parle. On ne le sait pas et on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce destin romanesque essentiellement est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli. Ce personnage fictif, Narrateur, Spada. Le narrateur. Comment est-ce que vous l'avez invoqué? Comment est-ce que vous avez fabriqué son identité Alors pour moi, il est le représentant de l'histoire vue au niveau du peuple, on dirait, c'est-à-dire, comme certains ont essayé de le faire au cinéma, de celui capable de nous restituer peut-être la dimension sensible, individuelle, de ce que fut la Révolution et de ce que fut l'Empire. Encore une fois, sujet qui nous échappe en grande partie quand même par sa complexité, par son resserrement dans le temps, par la succession des vagues qui sont parfois totalement incompréhensibles. Et c'est vrai que moi je me suis replongé avec bonheur dans cette histoire, mais à chaque fois on se sent un peu dépassé. Donc c'est le rôle de Spada d'évoquer cette toile de fond qui n'est pas mon sujet, qui est cette grande histoire avec un H, sur un mode sensible et subjectif. Subjectif, son vécu, son expérience et ce à quoi il assiste, d'une part pendant la Révolution, et je parle aussi de la princesse de Lamballe, et ensuite quand il rencontre Brune, finalement sur le tard, au moment où Brune est rappelée par Napoléon, qui a absolument besoin de tous ces cadres, alors qu'il avait envoyé, comme vous l'avez dit, il avait disgracié et renvoyé le maréchal planter ses choux dans sa lointaine Champagne, puisque c'est là qu'il s'était acheté un petit domaine. Il le rappelle parce qu'il en a besoin. Et c'est là que commence vraiment la partie tragique de l'histoire à laquelle Spada assiste intégralement. Et là, j'ai besoin effectivement d'un narrateur qui soit aux côtés du maréchal pour nous raconter ce qu'il voit, notamment dans la ville d'Avignon. Alors, la question se pose également sur ce choix d'un narrateur, sur ce choix d'un angle pour traiter d'autres corps d'armée qui ont donc été les tirailleurs malgaches intégrés dans l'armée, bien évidemment française, durant la Grande Guerre. Comment avez-vous choisi justement, donc tout ça, c'est à travers l'histoire de deux amis qui vont se trouver enrôlés et on va suivre une partie de leur destin. Hein, c'est ça que raconte le livre. Comment est-ce que justement ces amis, vous les avez, qui sont des personnages fictifs mais basés sur des personnages réels, j'imagine, comment est-ce que vous les avez créés justement? Alors, comme ça, ça marche? Oui, c'est bon. Oui, oui. D'accord. Excusez-moi. En fait, après plusieurs voyages à Madagascar où j'ai fait des travaux photographiques et aussi ethnographiques, puisque la population malgache vient en grande partie en fait d'Asie, de Malaisie et de l'Indonésie actuelle, donc qui est mon domaine d'études en ce moment. Je suis arrivé pour la première fois à Madagascar sans avoir d'idée concernant un éventuel roman. Et puis, en étudiant l'histoire du pays et son histoire récente, puisqu'en fait elle a un siècle, et en plus demain c'est le 11 novembre en plus, voilà, et je me suis aperçu qu'il n'y avait strictement rien sur les tirailleurs malgaches, et je me suis même demandé au départ s'il y avait eu des contingents malgaches qui étaient partis en France. Et en effet, oui, il y en a, et donc j'ai pendant 1 an à peu près rassemblé la documentation, des archives malgaches qui ne sont pas à Madagascar mais qui sont à Aix-en-Provence, où sont rassemblées toutes les archives de la colonie, des colonies, également au ministère de la Marine, des armées, des choses qui se retrouvent maintenant sur Internet d'ailleurs, et puis pour l'histoire au jour le jour, le journal local, si vous voulez, la montagne de Tananarive qui s'appelait, et je ne l'invente pas, Le Petit Colonial. Et grâce à ce journal, j'avais beaucoup de petites informations, comme on en a tous les jours dans la montagne. Voilà. Et à partir de cette
cette histoire, donc la vraie histoire, la grande si l'on veut, voilà, j'ai évoqué uniquement comme des croquis, juste esquissés les personnages historiques, de manière à laisser Alain parler plutôt des personnages que j'ai inventés, mais qui représentent les différentes facettes de la population malgache, avec deux amis, donc un des hauts plateaux qui sont, disons, qui ont la peau plus claire, et puis ceux des plaines qui ont la peau plus foncée, et la France, qui dans sa politique de colonisation, s'était bien sûr appuyée sur les hauts plateaux où il y avait la population plus claire, et avait laissé de côté l'autre population. Et il va y avoir une amitié qui va naître entre ces deux personnages, qui sont très différents. L'un veut être médecin, l'autre rêve d'être poète. Vous voyez, c'est très différent. Et ça me permettait en même temps donc de donner une foule d'informations sur la société malgache et sur les... pas vraiment les sentiments, mais disons ce qui pouvait se passer dans leur tête face à un conflit qui les dépassait et auquel ils ne pensaient absolument pas être mêlés. Voilà. Et donc, j'ai inventé ces deux personnages. Et ensuite, quand ils vont partir en France, il y aura aussi d'autres personnages inventés. Mais tous les extraits de journaux, de discours, quand ils sont à la guerre, etc., tout cela, ce sont des vrais discours qui ont été prononcés par des officiels militaires ou civils français. Voilà. Alors, vous avez répondu un peu en partie sur le travail de documentation, mais je voulais quand même y revenir parce que du fait aussi que vous êtes passé récemment à la fiction, je voulais savoir sur quel socle de documents assurément inédits, justement, vous avez été appuyer vos fictions. Pour l'histoire du maréchal Brune, dans quelle source avez-vous été fouillé et comment est-ce que vous avez intégré et validé par une fiction, justement ? Oui, alors là, il y a vraiment effectivement un gros travail documentaire qui a pris pas mal de temps dans ce projet d'écriture. J'ai tenu à faire figurer, enfin, et d'ailleurs mon éditrice Esther Merino a insisté un peu pour que j'intègre une bibliographie, parce que j'ai de très nombreuses sources. Et dans l'histoire, elles sont il y en a une qui est pré-révolutionnaire, qui est l'ouvrage écrit par Guillaume Brune, qui n'est pas encore maréchal, qui est un jeune homme monté à Paris et qui écrit un voyage sentimental dans les provinces occidentales de la France, qui est assez charmant, très étonnant si on pense à la carrière qu'il a faite ensuite. Et puis, des ouvrages sur Brune, il y en a eu pas mal au 19e siècle. Donc finalement, une grande partie du travail avait été fait, notamment autour de sa correspondance, par des gens de sa famille, par des historiens du 19e, ou même une personne qui avait participé à sa carrière. Et tout cela est tombé dans l'oubli. Et il faut absolument que je cite un nom que je n'ai pas encore prononcé, qui est le nom d'Alexandre Dumas, qui était le filleul du maréchal, le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, étant un grand ami de Brune. Et alors que normalement Bonaparte il s'était engagé à être lui-même avec Joséphine les parrains et marraines du futur enfant Dumas. Comme Napoléon s'est brouillé avec Dumas, Guillaume Brune a tenu la promesse de Napoléon et il est devenu son parrain. Donc Dumas perd son père et perd ensuite son parrain dans une autre tragédie. Et des années plus tard, donc à l'époque à peu près de la narration, c'est-à-dire 1835, environ 20 ans après les événements, Alexandre Dumas, Dumas père, comme on dit, bien qu'il soit il y a 3 générations d'Alexandre Dumas qui se succèdent. Donc l'auteur des 3 Mousquetaires, qui à ce moment-là n'est pas encore un romancier, est un homme de théâtre, a enquêté sur ce qui était arrivé à son parrain et il rend compte de cette enquête dans ses mémoires, dans Crimes du Midi et aussi dans
Souvenirs de voyage. Et donc ce ne sont pas des romans, mais il raconte ça vraiment à la Dumas, donc c'est magnifique. Alors il faut effectivement vérifier, parce qu'Alexandre Dumas est admirable, est un génie et sympathique. Moi, il me permet surtout d'apporter de l'optimisme dans cette histoire, parce que c'est un personnage extraordinairement généreux, mais il est bon parfois d'utiliser d'autres sources. Ce que j'ai fait, elle figure à la fin de cet ouvrage. Georges Bertrand, comment est-ce que vous avez, justement, vous en parliez un peu, mais comment est-ce que vous avez eu accès à ces sources et quel fil avez-vous tiré, justement? Est-ce qu'il y a des documents inédits, des documents que vous avez eu du mal à trouver, mais que vous avez quand même trouvé, justement, pour fabriquer cette fiction? En fait, ça a été surtout un croisement de sources. À Madagascar, il n'y a rien. Non, j'exagère. Il n'y a presque rien, parce qu'il y a, à Ouvert, il y a 2 ans ou 3 ans, un musée qui était virtuel et qui, depuis cette année, à peu près, oui, 2019, est devenu réel, de la photographie. Ça veut dire qu'ils ont essayé de récupérer dans les familles toutes les photos qui avaient été prises à l'époque de la colonisation, et des photos comme on avait à l'époque en France, où les gens pouvaient se reconnaître sur les photos. Il n'y avait pas le droit à l'image comme maintenant. Et donc, j'avais eu accès à une sorte de banque d'images, de cartes postales, donc malgaches, à Madagascar. Et peut-être parce que je suis photographe, mais ces images m'ont permis d'avoir énormément d'informations, aussi bien sur la physionomie des villes, les boutiques, les habits, les attitudes des gens, les Malgaches à pied, les Français à cheval, etc. Enfin, vous voyez, tous ces éléments qui n'étaient pas écrits, mais que j'ai vus. Et sinon, en France, comme je l'ai dit, donc le journal du Petit Colonial, puis des archives, mais qui sont extrêmement froide, il n'y a pas vraiment de récit. C'est juste, par exemple, j'ai une histoire un peu tragique de bateau dans mon roman, et les documentations, j'ai eu le rapport du capitaine du bateau avec le nombre de passagers, le nom de tous les Français, et puis après le nombre de Malgaches en total. C'est tout, pas de nom, rien. Voyez. Donc ça me permettait également d'avoir des informations sur la manière dont était considérée la population malgache sur le bateau, par exemple. Voilà. J'ai vu que, contrairement à mon voisin, qui a évoqué des personnages, disons, entre guillemets célèbres, hein, d'Alexandre Dumas, etc., moi, il n'y en a pas. Disons que ce qui m'intéressait, c'était surtout la psychologie des personnages et l'évolution de leur situation pendant les 5 ans, en fait, d'avant la guerre jusqu'à la fin. Voilà. Alors, c'est aussi, du coup, évidemment, une revisitation de l'Empire colonial, puisque à l'époque, on n'a pas besoin de le rappeler, mais Madagascar était une colonie française. Si je me trompe, l'indépendance date d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était pas demain la veille, si on se ramène à l'époque de nos deux amis. Qu'est-ce que cette fiction qui porte donc aussi sur la relation entre la France et ses colonies? Tout à l'heure, vous parliez de l'histoire de l'Hexagone vu d'ailleurs. Il y en a qui font la France vue d'en haut. Vous avez fait la France vue par ses arêtes, en fait. Qu'est-ce que cela vous a appris, vous qui avez fait plusieurs ouvrages sur, pas forcément les colonies, mais sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, sur d'autres formes d'autres civilisations avant? Qu'est-ce que cela vous a appris justement sur l'histoire et la marche de l'histoire que vous n'aviez pas découvert avant? Parce que là, c'est par une fiction que vous l'avez éclairé, et ça dit autre chose. Absolument. Madagascar était française depuis 1885. C'est-à-dire, ça ne faisait que 30 ans que Madagascar était française, ce qui n'est pas énorme, quand il y a eu le début de la Première Guerre mondiale. Première chose. Deuxième chose, et que j'ai découvert, et que ça a été un élément que j'ai évoqué dans mon roman, c'est que les colonies d'Afrique noire, l'Afrique noire, a été colonisée avant Madagascar. Ça veut dire que la colonisation de Madagascar s'est faite avec l'aide, il y avait l'armée française, et avec l'aide
de tirailleurs sénégalais qui sont venus comme supplétifs aider à la colonisation de Madagascar. Et imaginez que quelques années après, les Sénégalais et les Malgaches sont ensemble avec des guillemets plus ou moins grands, pour défendre la France face à l'Allemagne. Vous pouvez imaginer qu'au niveau, disons, intérieur, c'est ça qui m'intéressait surtout, la complexité des rapports humains qu'il pouvait y avoir entre ces Sénégalais qui, quelque part, avaient contribué à ce que Madagascar perde sa liberté et de se retrouver ensemble, ensuite, sur le même bateau, disons, contre l'Allemagne. Et ensuite, mais ça je l'évoque très très peu parce que je ne pouvais pas parler de tout, les tirailleurs malgaches, Première Guerre mondiale, l'épisode est totalement occulté de l'histoire officielle malgache. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en 1947, donc 2 ans après la fin de la guerre à peu près, hein, bien sûr on avait promis comme à d'autres l'indépendance qui venait aider à la libération de la France, bien sûr pas d'indépendance, émeute à Madagascar et massacre de plusieurs dizaines de milliers de morts par l'armée française. Et donc, à partir de ce moment-là, l'histoire malgache officielle a été réorganisée par rapport à cet événement de 1947 et les tirailleurs malgaches de la première apparaissaient comme des espèces de collaborateurs de la France. Et donc, dans les familles malgaches, on a parce que 47, 17, 30 ans, là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'années, hein, on a, disons, laissé de côté et comme oublié les grands-parents qui étaient partis se battre en France parce que ça ne coïncidait plus avec la vision du Malgache qui veut sa liberté contre la France et non pas avec. Voilà. Même question pour vous, Alain Mariglio, parce que vous, comme je le disais au début en évoquant votre facette ingénieur, puis facette entrepreneur, puis facette professeur, puis maintenant fictionneur, vous n'aviez pas encore, du moins pas officiellement, écrit sur justement les domaines historiques que vous avez investigués là par la fiction. Alors qu'est-ce que cet éclairage que vous avez en plus réussi à écrire puis à publier, donc le porter à notre connaissance, qu'est-ce que cela vous a appris sur l'histoire qui est la nôtre, justement, et sur l'enchaînement des causes et des effets, et leurs relations, etc., qui font de nous ce que nous sommes aussi? Moi, je m'étais intéressé à ces sujets depuis longtemps, et j'ai trouvé dans ce travail la confirmation, un niveau de confirmation de choses dont j'avais pu avoir l'intuition, qui était la répétition de phénomènes en faux miroir dans l'histoire, c'est-à-dire si on pense à un exemple, prenez Toulon et Marseille. Au début de la Révolution, Toulon est une ville royaliste qui va être prise par les Anglais, c'est Bonaparte qui va la reprendre. Marseille, une ville qui nous donne la Marseillaise, donc qui est révolutionnaire en ce sens. Et à la fin, au moment où se passent les événements de 1815, tout a changé. Et c'est exactement le contraire. Toulon est devenu une ville bonapartiste, anti-royaliste, et Marseille est devenue une ville violemment royaliste. Tout ça en très peu d'années. Dans la vallée du Rhône, les vagues de violence se succèdent très souvent pendant des siècles. Dumas a aussi étudié ça. Et on voit donc la répétition d'événements. Alors évidemment, on peut penser à des prolongements contemporains. La répétition d'événements qui sont ni tout à fait les mêmes, ni complètement différents, et qui sont très troublants parce qu'on a l'impression de relire des choses qu'on a déjà vues. Et alors là, je voudrais, pour ne pas la massacrer, citer la phrase d'Aldous Huxley que j'ai voulu mettre en exergue du livre. Alors comme elle est très belle, je vais la donner en français, mais il faut lire la version anglaise. Le charme de l'histoire et son énigmatique leçon consiste en ce que, d'un siècle à l'autre, rien ne change, et pourtant, tout est complètement différent.
Je crois qu'on peut difficilement mieux dire. Et l'étude des événements de la Révolution, de l'Empire ou d'autres périodes de l'histoire donne le vertige. Et d'ailleurs, on peut étudier les événements, on peut aussi étudier l'histoire de ces événements. C'est ce qu'on fait pour la Révolution française. On ne raconte pas aujourd'hui les événements de la Révolution comme disons à l'époque de François Furet, Mona Ozouf, qui eux-mêmes ne la racontaient pas comme à l'époque de Georges Soboul. Et il y a comme ça, ou Michelet avant, et ça n'arrête pas de se renouveler. Alors on pourrait échanger pendant des heures sur les moteurs qui font que ces visions évoluent, et parfois de manière si considérable. Pensez à Robespierre, pensez à Danton. Que pense-t-on d'eux? Que pensait-on il y a 30 ans? Revoir les émissions de l'ORTF sur Danton et Robespierre, c'est quelque chose de très troublant. Enfin, voilà, donc c'est ces jeux infinis de symétrie qui ont été pour moi les plus étonnants, parce que des fois j'ai dû simplifier pour ne pas en rajouter, pour ne pas perdre le lecteur. C'est déjà suffisamment touffu. Et quand on pense que Marseille est royaliste en 1815, la Marseillaise, bon, ça suffit à situer le niveau de complexité qu'on s'attaque. Pour conclure, je voulais vous poser une question au romancier vraiment que vous êtes. Certains romanciers et romancières disent que c'est un personnage qui leur donne le premier déclic, ensuite ils tirent le fil et puis ça devient une fiction. D'autres, c'est un thème, alors la famille, la guerre, la résilience, ce que vous voulez. D'autres diront que c'est une histoire. Si je décrypte à peu près, je dirais que vous, c'est plutôt un contexte, à savoir il y a un thème, à savoir les tirailleurs malgaches qui ont emmené le truc, et après sont venus vos deux amis, etc. Et vous, je dirais que, et c'est pour ça que je voulais commencer par vous cette question, parce que je vois mal pour le moment, mais c'est pas du tout un défaut pour vous, si c'est le maréchal Brune qui a emmené le truc, ou alors si c'est justement ces zones opaques du Premier Empire, surtout en sa fin, parce qu'il y en a des zones opaques en sa fin. Je comprends d'autant mieux votre question que je me la suis moi-même posée. Ça tombe bien. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon point de départ, il est contemporain, en réalité. Donc, mon point de départ, c'est bien mon narrateur et le vécu de ce que peut être un révolutionnaire. Donc, une interrogation sur une période d'investissement politique profond, et du résultat, alors que je ne peux pas qualifier d'un adjectif, parce que ça. Mais enfin, on peut imaginer quand même un certain niveau de déception, voire de colère, voire de révolte face à certaines choses qui sont produites. Et ce narrateur Spada n'est pas indépendant de son sujet, c'est-à-dire de ce qu'il a vécu, de la Révolution. Et c'est là qu'arrive Brune, qui propose toutes sortes de choses réelles, inconnues, elles-mêmes romanesques, mais qui sont de la réalité. Donc cette rencontre de deux logiques, de deux moteurs, elle est réelle. C'est pourquoi je peux vous répondre chronologiquement dans ma démarche, mais je ne sais pas répondre sur ce qui, dans le roman, une fois écrit, va dominer, et quelle est l'impression dominante qui va être exercée sur le lecteur. Moi, j'attends justement, comme vous l'avez dit, là, le livre est sur les fronts baptismaux, et maintenant, j'attends vraiment ce que les lecteurs vont m'en dire et en penser. Ça, c'est un appel. Pour ce qui vous concerne, Georges Bertrand. Alors, c'est un peu complexe. Voilà. Disons que ces romans, en fait, ce roman, pour parler celui-ci, n'est pas comme une sorte de divertissement par rapport à mon travail. Il fait partie de mon travail qui est fondé sur les dialogues et les échanges de culture, aussi bien photographique, esthétique, etc., lexical, même dialogue entre les langues, et aussi, ici, le dialogue entre, disons, la culture occidentale et la culture malgache, puisque ces malgaches vont être en France, donc ils vont découvrir une société très différente de la leur. Il va y avoir des contacts, il va même y avoir une petite histoire d'amour avec un des héros qui rencontre une jeune femme du côté des Charentes, où il y avait un camp
de malgaches, et aussi entre les gens des hauts plateaux malgaches dont j'ai parlé tout à l'heure et ceux des plaines qui normalement les uns méprisent les autres, et là par l'intermédiaire d'idéaux disons aussi bien politiques, essayer de sauver son pays, que esthétique, la poésie, etc., eh bien, ils vont se rapprocher et ils vont échanger. Souvent, enfin, plusieurs personnes m'ont dit, ce qui m'a gêné dans votre livre, c'est qu'il y a 2 héros. Alors que normalement, on aime bien s'identifier à un héros. Mais là, il y en a 2. Et 2 qui sont quelque part les deux à l'avers et le revers de ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a des éléments des 2 qui me concernent, parce qu'on n'est pas monolithique. Et il n'y a pas les gentils malgaches et les méchants malgaches, il n'y a pas les gentils français et les méchants malgaches ou l'inverse. Les choses sont bien plus subtiles, et c'est pour ça que j'ai privilégié l'étude de personnages, de personnes indépendamment de leur appartenance. Ce sont des êtres humains, chacun avec sa personnalité. Juste une toute petite parenthèse. Il y a un certain nombre d'années, j'étais en Palestine et on avait projeté le film Indochine, que peut-être certains ont vu, de Régis Varnier, ouais. Avec Catherine Deneuve. J'étais avec un ami palestinien et à la fin du film, il m'a dit: vous avez vu, les films français, c'est toujours pareil. Les héros français, ils ont un nom, une histoire et tout. Et les autres, c'est des masses. Les Vietnamiens n'avaient il n'y avait pas de nom, ils n'avaient pas d'histoire, ils étaient une masse, indistincte. Et je n'avais jamais fait attention à ça et je me suis aperçu qu'en effet, c'était souvent le cas. Et là, j'ai voulu justement que mes personnages, aussi bien français que malgaches, ils aient chacun une histoire personnelle et puis une personnalité à eux, comme nous avons tous dans la salle. Voilà. Eh bien, merci, parce qu'effectivement, c'est ça dont vous faites œuvre en nommant non seulement les choses et les faits, mais justement les individus que dont d'autres ne font que des masses. Merci beaucoup, messieurs, pour ces allers-retours fiction et histoire. Je précise que nous avons été suivis en direct sur la chaîne YouTube de Corrèze Télévision, et que celles et ceux qui viennent d'arriver en retard sur la dite chaîne YouTube peuvent nous trouver en replay, ce qui me donne aussi l'occasion de remercier les personnes, les hommes et les femmes, les réalisateurs, les cadreurs, toutes celles et ceux qui ont fait de ce stand durant les 3 jours le stand qu'il a été, comme chaque année, un beau stand d'échange. Je suis encore ravi d'avoir aussi ici mené ces entretiens. Je rappelle, je remontre les ouvrages dont nous avons parlé. Brune, fin d'un maréchal d'Empire d'Alain Amariglio, premier roman, donc encore une fois, vous êtes les premiers et les premières à le voir en vrai, donc à pouvoir aller vous le faire dédicacer en vrai. C'est aux éditions Les Monnaies d'hier, et je sais que vous dédicacez dans la foulée sur le stand des éditions dont, pardon, mais j'ai oublié c'est L quelque chose, mais alors L6, c'est ça? L6, L26. L26. Et le deuxième roman de Georges Bertrand, Les Déracinés de la Grande Île. Les Déracinés de la Grande Île est sorti aux éditions du Lys Bleu. Et il est disponible sur le stand de l'autre. C'est L26. Voilà, nous sommes voisins. Un stand, 2 livres. Voilà. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, mesdames, messieurs. Et bonne fin de week-end.